Je le vois. Super. Tac. Alors, est-ce que c'est assez grand ou est-ce qu'il faut que je me mette en plein écran? Je sais pas. Bah, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, mais pour moi, c'est bon parce que comme la fenêtre. Bon, enfin, pour moi, c'est bon. Si comme j'ai mis la fenêtre Zoom en plein écran, c'est nickel. Ok. Tac. Et moi, je vois plus le chat. Je te le lirai les questions. Ok, ça roule. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, je fais ma version de pitch courte. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Top. Donc, s'il y a des Euh, questions dans le chat, je t'interromps alors, Alexandre, c'est ça, hein? Avec plaisir, ouais. Ok, ça marche. Avec plaisir. Donc, Simple et Beau, c'est une boîte, pour la petite histoire, que j'ai créée avec mes chers associés en 2013. Et à l'époque, on avait un tout autre projet qui n'a strictement rien à voir avec Simple et Beau. Et ce projet n'a pas marché. Et en fait, on avait besoin d'argent, hein, pour lancer ce projet initial. Et on avait décidé de faire des sites internet pour gagner de l'argent. Donc, au début, c'était juste un projet parallèle, entre guillemets, les sites internet, pour gagner de l'argent, pour financer le premier projet. Et en fait, ça a marché hyper bien, les sites internet, et c'est devenu petit à petit notre projet principal. On a pivoté en 2015, fin 2015, et on s'est dit, mais purée, c'est dingue, on a énormément de demandes sur le site internet. Et donc, on en a fait notre mission principale. Alors, donc, Simple et Beau, c'est avant tout un trio. Donc, on est trois fondateurs. On est tous les trois ingénieurs, mais on a des passions pour des domaines très différents. Donc, moi, je suis passionné par tout ce qui est marketing et commercial. Mon associé Romain, c'est le produit et les opérations, et Jérémy, c'est le geek qui fait vraiment la partie très technique. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. On a commencé en école d'ingénieur, où on vivait ensemble carrément. Ensuite, on a fait du consulting dans un cabinet de conseil spécialisé en nouvelles technologies, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ce qui nous rassemble aussi, c'est qu'on a une conviction, une conviction profonde, commune. Et cette conviction, c'est que l'automatisation peut améliorer le monde. Elle doit améliorer le monde. En fait, on est tous les trois des ingénieurs spécialisés en automatisation. Et l'automatisation doit améliorer le monde. Pourquoi? Parce qu'elle peut libérer l'homme de tâches à faible valeur ajoutée, l'homme, mais aussi les entreprises. Elle peut démocratiser des services qui sont encore trop onéreux parce que réalisés à la main pour l'instant. Et elle peut aussi permettre de créer des services qui sont hyper réactifs. Voilà. On est convaincu de tout ça et on a décidé de s'attaquer, en fait, de régler un premier problème grâce à l'automatisation. Et ce problème, il est tout simple, c'est que les petites entreprises, elles n'arrivent pas à s'équiper en site internet aujourd'hui en France. Et ça se traduit par deux chiffres. Il y a 94% des entreprises qui reconnaissent la nécessité d'avoir un site internet, mais pourtant, elles ne sont que 35% à avoir effectivement un site internet. Donc, il y a un énorme écart entre les deux. Et donc, il y a une opportunité de marché. Et on s'est posé la question, pourquoi il y a un tel écart entre ces deux chiffres? Et la réponse, elle est simple, c'est que les solutions existantes ne sont toujours pas automatisées. En fait, pour créer un site internet aujourd'hui, vous n'avez que deux possibilités. Soit vous utilisez un logiciel en ligne, ce qu'on appelle un outil self-service, et là, vous pouvez créer votre site tout seul face à votre ordinateur. Et ça, c'est trop compliqué, c'est trop chronophage pour beaucoup de monde, pour beaucoup de gérants d'entreprise. Et l'autre solution, c'est de passer par une agence ou un freelance qui va le faire, mais qui va le faire à la main. Et s'ils le font à la main, forcément, c'est beaucoup trop cher. Voilà. Donc finalement, aucune de ces deux solutions ne correspond. Et donc c'est pour ça que nous, on a créé Simple et Beau. C'est une troisième solution. C'est un site internet clé en main, professionnel et visible, pour quelques dizaines d'euros par mois seulement, grâce à l'automatisation. Et en fait, tous les sites que vous voyez ici sur l'écran,
Ils sont tous uniques, ils sont tous avec des textes qui sont rédigés de façon professionnelle, ils sont optimisés pour les référencements, et en fait, ils n'ont pas été créés par des humains. Il n'y a aucun graphiste, aucun rédacteur web qui est passé sur ces sites-là. C'est la technologie Simplebo qui les a générés. Et donc, ça permet d'avoir des offres qui sont assez incroyables en termes de budget. Et donc, comment ça marche concrètement cette histoire? Et ben en fait, ça marche comme ça. Quand un client veut créer son site avec Simplebo, il commence par répondre à 40 questions qui sont spécifiques à son activité. Donc, le chirurgien dentiste n'aura pas les mêmes questions que l'avocat et n'aura pas les mêmes questions que le plombier. À partir des réponses du client et à partir d'énormes bases de données qu'on a en stock sur chaque métier, eh bien, on va être capable de générer automatiquement 4 propositions de site internet strictement uniques et qui correspondent parfaitement à ce que souhaite le client. Le client choisit le site internet qu'il préfère parmi les 4. Il fait des ajustements sur ce site, soit tout seul, qu'il a un outil pour faire des modifications. Allô? Ouais, Bon. c'est rien. C'est Didier qui vient de nous rejoindre. Salut Didier. Et je viens de D'accord. couper le micro. Et je te laisse continuer, Alexandre. Pas de souci. Donc ensuite, il y a une phase d'ajustement, soit seul, soit avec l'aide d'un conseiller. Et enfin, sur la durée de vie du site, le client peut modifier son site en totale autonomie, soit tout seul avec l'outil qui est très simple, soit avec son conseiller Simplebo. Et le travail de Simplebo, c'est de faire en sorte que le site il soit bien placé sur Google. Voilà. Les clients, ils adorent Simplebo. On a de très très bons avis sur Google. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Google et à taper tout simplement Simplebo avis sur Google pour voir. Et là, vous allez voir que sur Trustpilot, on a énormément de clients qui laissent proactivement des avis extrêmement positifs. Et pareil sur Google. Alors, pourquoi les clients, ils adorent Simplebo? C'est parce qu'on a fait en fait, ce qu'ils adorent, c'est notre choix stratégique qu'on a fait, qui consiste à automatiser un maximum de choses, mais à maintenir une fine couche de service humain pour accompagner le client au moment de la mise en ligne de son site. Donc, c'est ce qu'on appelle l'onboarding humain au début de la création du site. Et cet onboarding humain, il nous permet de rendre le client autonome par la suite, ça nous permet de le fidéliser et ça nous permet de faire des ventes additionnelles. Voilà, donc c'est un choix stratégique qu'on maintient. Alors en fait, le marché du site internet, il est très concurrentiel, mais il est surtout très poussiéreux. Et grâce à l'automatisation, on a créé une offre inédite. Qu'est-ce qui distingue notre offre de toutes les autres? Eh bien, c'est ces 4 points. Ce sont ces 4 points. Le client, il peut avoir son site internet professionnel en 48 heures seulement. Grâce à l'automatisation, on est 3 fois moins cher qu'une agence. Le client, il n'a aucun effort à fournir parce qu'il a juste à répondre à des questions et après, c'est Simplebo qui s'occupe de tout. Et le client ne prend aucun risque car notre service, il est vendu via un abonnement qui est sans engagement de durée. Donc, si jamais ça ne lui plaît pas, il peut partir à tout moment et il reste propriétaire de son site. Mais dans la pratique, ça n'arrive jamais, enfin, quasiment jamais. Donc, notre marché, il est énorme en fait, parce que ce sont toutes les entreprises en France qui ont besoin d'un site internet. Donc, on attaque le marché vertical par vertical parce que c'est beaucoup plus efficient, mais en réalité, on peut adresser toutes les entreprises du tissu économique français. Alors, comment on va chercher ces clients? En fait, les petites entreprises, c'est réputé pour être compliqué à démarcher. Eh bien, nous, on a 3 canaux d'acquisition pour les atteindre. Le premier canal historique, en bleu, c'est le parrainage. Donc, on a des clients qui nous recommandent d'autres clients. Donc, on a un système qui est en place et qui les incite fortement à nous recommander leurs confrères, leurs amis, etc. Et ça, c'est génial comme canal d'acquisition parce que c'est un canal qui grossit
avec la taille de la base client. Le deuxième canal d'acquisition en Orange, ce sont des apporteurs d'affaires. En fait, pour pouvoir distribuer en masse notre service, on a décidé de s'appuyer sur d'autres entreprises qui sont donc des apporteurs d'affaires pour Simplébo. Et en fait, ces entreprises, elles sont déjà en relation avec des milliers de TPE, PME. Donc, elles peuvent proposer notre service en complément de ce qu'elles proposent déjà. Et donc, ces apporteurs d'affaires, ce sont des banques, ce sont des fournisseurs de services, ce sont des assureurs, ce sont des syndicats professionnels, ce sont des écoles, il y en a plein. Donc, je vous ai mis quelques exemples à droite. Et donc, je vous prends l'exemple du Crédit du Nord. Donc, c'est une banque. On a lancé le partenariat il y a 3 mois. Eh bien, à chaque fois qu'ils ouvrent un compte bancaire professionnel, le conseiller bancaire dit bon, bah, Madame Dupont, maintenant que vous avez votre compte bancaire pour votre entreprise, il vous faut un site internet. Écoutez, nous, on a une offre préférentielle avec Simplébo. Est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir plus? Et là, la personne dit oui. Et donc, le conseiller bancaire clique sur un bouton sur son ordinateur et ça nous transfère les coordonnées du client que l'on rappelle pour signer. Voilà. Et donc ça, c'est le canal apporteur d'affaires. Et on a un troisième canal d'acquisition qui est le référencement Google. Parce que en fait, on s'est dit qu'il nous fallait quand même un canal d'acquisition qui ne dépendait que de nous. Et donc, on a développé le référencement Google. Donc là, on a une personne à plein temps qui s'occupe de ça. Ça représente déjà un bon nombre de clients. Et donc, l'augmentation de capital, en fait, elle va permettre de recruter pas mal de monde pour améliorer le référencement Google encore plus, pour aller chercher plein d'autres partenaires, parce qu'en fait, il y a des partenaires apporteurs d'affaires, parce qu'il y en a plein à aller chercher, et ça va permettre, bien sûr, d'animer les partenaires existants. Voilà. Alors, ça, c'est peut-être le slide le plus important de la présentation, surtout pour ceux qui ont une vision financière, qui veulent avoir une vision financière du projet. Ce slide, c'est l'équation économique d'un client. Donc, si vous regardez en bas, il y a une espèce de jauge. En fait, c'est la vie d'un client. Donc, comme vous voyez, au début, nous, on a un coût d'acquisition. Ce coût d'acquisition, on le rembourse au bout de 3,2 mois d'abonnement. Après, on a un coût d'onboarding. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la fine couche humaine de service qui nous permet de fidéliser le client, de le rendre autonome. Et donc, on aura remboursé le coût d'acquisition et le coût d'onboarding au bout de 7,4 mois d'abonnement. Et au-delà de 7,4 mois d'abonnement, c'est la période de rentabilité. Donc là, on marge à 86% sur l'abonnement qu'on encaisse par prélèvement automatique. Donc, on construit petit à petit une machine à cash qui grossit au fur et à mesure qu'on signe de nouveaux clients. Il faut juste financer les 7,4 premiers mois d'abonnement. Voilà. Très clair pour moi. Donc ça, ce sont les chiffres clés de Simplébo. Donc en bleu à gauche, vous pouvez voir notre volume de vente d'abonnements par mois. Donc ce sont les nouveaux abonnements signés chaque mois. Donc actuellement, on vend à peu près chaque mois entre 5 et 6 000 euros de nouveaux abonnements mensuels. Donc tous les mois, on peut à peu près recruter une personne supplémentaire. Et en orange, vous avez le stock global d'abonnements, le stock total d'abonnements. Donc aujourd'hui, on est, pour vous donner un exemple, on est le 10 octobre, on est à 143 000 euros d'abonnements mensuels à encaisser chaque mois. Voilà. Donc 143 000 euros par mois, ça représente 1,8 million à peu près, 1,7 million, 1,8 million par an. Donc ça, on est sûr qu'on va les encaisser tous les mois. Et donc, on peut se focaliser sur la croissance vu que les clients restent. À droite, on a le taux de résiliation. Donc, c'est un taux qui est déjà assez bas et qui continue de baisser par l'amélioration du service progressive.
Alors, j'ai une question, Alexandre, donc je t'interromps comme prévu, de Jean-Luc. Je crois que c'est sur la slide d'avant sur les coûts. Jean-Luc pose la Oui, question suivante. Coûts directs liés à l'acquisition, mais comment ventilez-vous les autres charges de la structure? En d'autres termes, quelle est la marge nette? Je pense que la question est sur tes 86% de marge sur ton service. Que représentent peut-être les charges de personnel, puisque c'est les autres charges de la structure dont tu parles, Jean-Luc? C'est peut-être ça dont tu parles? Je ne suis pas sûr. alors Jean-Luc, je vais donner je vais détailler ce slide et tu nous diras si j'ai répondu à la question ou pas. En fait, dans le coût d'acquisition, comment je le calcule là? Je prends tous les salaires des commerciaux et du marketing mensuels et je le divise par le nombre de ventes par mois. Donc là, j'inclus là-dedans tout ce qui correspond à l'humain et à ça, j'ajoute un pourcentage des coûts fixes, donc le poste de bureau, etc., qui correspondent aux personnes qui travaillent sur ce sujet. Pour l'onboarding, pareil, j'ai des customer success, des chefs de projet qui s'occupent de ça. Et donc, ils sont comptabilisés là-dedans. Ensuite, sur la période de rentabilité, on dégage une marge de 86%. Les 14% de coûts, là, ce sont des coûts techniques, donc le coût d'hébergement, le coût du nom de domaine, etc., plus le coût du service client. Parce que là, ils peuvent nous appeler s'ils ont une question ou quelque chose. Bon, ils nous appellent très, très peu. Mais tout ça, c'est inclus dans les 14% qui manquent ici. Donc là, c'est de la marge nette sur l'abonnement. Ensuite, les coûts, on a des coûts fixes, c'est sûr, on a des coûts qui correspondent en plus en fait à des coûts d'investissement. Donc les développeurs, etc., ce sont plus des coûts d'investissement que des coûts fixes, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la Ouais, question de Jean-Luc. Jean-Luc a répondu, d'accord, c'est plus clair. Donc je crois que tu as tout à fait répondu. Bravo, Ok. merci. Il y a une autre question de Romain qui est sur à nouveau tes salariés en partie, qui dit, est-ce que tous vos développeurs sont en France? Profitez-vous d'un avantage type CIR ou CII? Peut-on externaliser certaines fonctions pour réduire les coûts? Et est-ce que vous êtes basé à Paris ou en province? Alors pour la dernière, je sais que vous êtes à Paris. Pour le reste, je te laisse. Alors, effectivement, on est basé à Paris. On a tous nos développeurs. En fait, à la base, c'est qui pose cette question? Excuse-moi, Gabriel. Pardon, c'est Romain. Et il y a un petit clin d'œil puisque Romain, il dirige une boîte de Ah, délocalisation. l'externalisation. Voilà. Ok. Donc, si jamais. Donc, Romain, en fait, à la base, moi et mes chers associés, nous sommes tous les trois ingénieurs informatiques à la base, même si moi, je ne suis pas du tout intéressé par le développement informatique, mais beaucoup plus par le marketing. Donc, on a des facilités de recrutement parce qu'on est quand même une boîte tech, en fait. Et comme tu le sais, les ingénieurs, ils aiment aller travailler dans des boîtes tech où ils peuvent avoir des gens qui ont des choses à leur apprendre, etc. Et donc, notamment au sein de nos anciennes écoles, donc à Centrale et à Supélec, on a des facilités de recrutement. Enfin, on recrute très facilement là-bas, contrairement à d'autres entreprises, des bons ingénieurs, pas très chers parce qu'ils savent pas ce qu'ils valent. Euh, pour développer. Donc, on a toute notre force technique en interne et on n'a pas prévu d'externaliser pour l'instant. Pour être très honnête, on prend des gens qui sont très, très, très bons, quitte à être assez chers. Et donc, on préfère avoir peu de développeurs avec nous au quotidien, très bons et les payer cher, histoire de rester très agile, etc. Voilà, donc ça, j'ai répondu à la question. Et derrière, est-ce qu'on fait du CIR? Oui, on est jeune entreprise innovante. On a fait le rescrit auprès auprès de l'État pour avoir la confirmation officielle qu'on faisait de la recherche. Il y a beaucoup de startups qui déclarent juste qu'elles sont JEI et jeunes entreprises innovantes et elles font du CIR comme ça en déclaratif. Nous, on est de nature prudente et donc du coup, on a sollicité l'État pour qu'il nous confirme que c'était bien de la R&D qu'on faisait et donc qu'on méritait d'être jeune entreprise innovante et donc de faire du CIR. Donc oui, on fait du CIR, du crédit impôt recherche. Super.
Alors, Romain demandait aussi peut-on externaliser certaines fonctions pour réduire les coûts? J'imagine qu'on peut Alors, toujours, mais vous recrutez pas cher, c'est l'avantage, hein, c'est ça? voilà, on peut, en fait, s'il y a quelque chose qu'on externaliserait, ce ne serait pas les développeurs, parce que on a vraiment des facilités de recrutement. Ce serait plutôt le SAV, parce que le jour où on a, en fait, le SAV, donc le onboarding, en fait, euh, c'est très, comment dire, c'est très mécanique. On commence à avoir un process hyper carré, hyper clair, des scripts hyper clairs. Et donc, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer externaliser un jour. Aujourd'hui, on juge que c'est pas nécessaire. On préfère avoir les gens à côté de nous pour optimiser à fond les process, les outils, etc. Mais quand on sent qu'on va peut-être arriver à l'asymptote, en fait, qu'on fera plus de progrès sur l'optimisation, et ben on pourra peut-être externaliser certaines tâches à faible valeur ajoutée à l'île Maurice ou j'en sais rien, comme font d'autres startups. Mais en tout cas, dans notre ADN, la marge est déjà très très bonne en vrai. Et donc nous, le pari, c'est plus de faire des économies en automatisant à fond plutôt que de faire des économies en externalisant. Voilà. Super, je pense que ça répond à sa question et Romain a répondu OK, top. Et une autre question qui est arrivée entre-temps, de Dominique, qui pose la question, quel est du coup le turnover au niveau de Simple et Beau? Le turnover salarié ou le turnover client? Alors, j'imagine que c'est le turnover salarié, mais je ne suis pas sûr. Dominique, si Je tu vais peux répondre préciser aux la deux au question, pire. tu vas faire les deux, exactement. Ouais, alors nous, on a vraiment des salariés qui sont extrêmement fidèles. On a, C'était en salarié, fait, précise Dominique. on a quelques départs de temps en temps, mais ce sont des gens qui veulent monter leur boîte. Et ça, à la limite, ça nous honore, quoi. On est ravis que des gens montent leur boîte après leur expérience chez Simple et Beau. Donc, on a très peu de départs. On fait quand même pas mal de formations internes. On a de la cohésion d'équipe. On donne des BSPCE, donc des actions à nos meilleurs salariés pour les fidéliser. Et ce qui est assez important, c'est que nos salariés, ils sont payés à leur valeur de marché, contrairement à beaucoup de startups qui sous-payent leurs salariés. Nous, on a déjà en fait une structure de coût qui est celle d'une entreprise mature, entre guillemets. Enfin, souvent, les boîtes, elles attendent de lever des fonds pour payer convenablement les gens. Euh, Nous, on les paye déjà convenablement. On leur donne on a donné 5% d'actions aux salariés. On fait beaucoup de séminaires et de formations internes de cohésion d'équipe pour qu'ils aient leur vie au boulot, quoi, concrètement. Euh, donc non, on a peu de turnover. Par contre, quand il y a quelqu'un qui fait pas l'affaire, euh, bah, on est ferme et on le dit clairement. Et on a déjà eu des départs, mais qu'on a provoqués parce qu'on a jugé que quelqu'un était plus à la hauteur de nos ambitions, de nos valeurs. Et il y a certains salariés qui peuvent correspondre à un stade de développement de l'entreprise, mais qui après suivent plus, quoi. Donc on a un attachement émotionnel, mais on n'est pas aveugle non plus, quoi. Super. Voilà. Nouvelle question de Loïc, c'est cool, il y a plein de questions, j'adore. Et durée de vie de client, 5 ans et demi, 66 mois, comment est-ce que c'est calculé, demande-t-il. Alors ça, c'est mathématique, c'est une extrapolation à partir des données qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est l'inverse du taux de résiliation mensuel. C'est-à-dire que, mais là, c'est mathématique. C'est-à-dire que si vous allez sur Google, vous regardez un peu comment calculer la durée de vie client, vous allez tomber sur des articles qui vous expliquent pourquoi, par A plus B, il faut faire 1 sur le taux de résiliation, donc l'inverse du taux de résiliation, pour avoir la durée de vie client. Donc, oui, en fait, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas hyper intuitif.
mais c'est la meilleure extrapolation possible. Ouais. Super. Et ben, on est pour l'instant arrivé au bout des questions. N'hésitez pas à continuer, bien sûr, à poser plein de questions. Je crois qu'Alexandre se fait un plaisir d'y répondre. Merci, Alexandre. Et du coup, je te laisse continuer à dérouler ta Ouais, présentation. ok. Alors, donc là, on en est là, taux de résiliation. Donc, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, donc plus le taux de résiliation baisse, bah, plus la durée de vie client augmente. Hein. Vu que c'est 1 sur le taux de résiliation, c'est mathématique. Du coup, en termes de données financières également, donc comme je le disais, on est à 143 000 euros par mois d'abonnement mensuel. Ça correspond à 1,7 million par an. Tout ça, c'est réparti sur 3 500 clients aujourd'hui. On a un taux de croissance annuel, en gros, c'est une espèce de moyenne de la croissance de 60%. On est rentable et on a 400 000 euros dans les caisses. Donc, on n'est pas le couteau sous la gorge. En termes de chiffres, l'idée, c'est de lever 1 million d'euros, comme vous le savez, et donc, c'est de le dépenser, hein, cet argent, sinon on ne le leverait pas, pour avoir une croissance qui a plus la forme d'une exponentielle et non d'une courbe linéaire. Voilà, donc on veut accélérer la croissance, concrètement. Cette ligne-là, valorisation 5 fois ARR. Donc l'ARR, c'est le revenu récurrent annuel, c'est ça. C'est en fait une technique de valorisation classique des startups qui sont non pas sur un multiple du résultat, mais sur un multiple du chiffre d'affaires récurrent annuel. Voilà, tant qu'on a une croissance supérieure à 40%, les entreprises, nos comparables se valorisent sur cette formule-là. Voilà. Donc l'idée, comme vous le voyez, c'est d'avoir une croissance exponentielle, c'est de réinvestir fortement nos bénéfices, notre rentabilité opérationnelle dans la croissance et ensuite, soit en 2021, on refera ou en 2020 peut-être, on refait une grosse levée de fonds série A pour accélérer encore plus, soit pour une raison X ou Y, on ne fait pas ça, et à ce moment-là, on fait une machine à cash qui dégage énormément de résultats et qui se revendra très très bien. Voilà. Mais le plan A, c'est quand même d'aller killer les pages jaunes et donc d'accélérer très fort. Voilà. Alors, au sujet des pages jaunes, il y a Jean-Luc qui demande si vous avez prévu d'aller à l'international. Alors, merci. C'est Jean-Luc ? Ouais. Merci Jean-Luc pour cette question. Alors, à court terme, donc c'est-à-dire en 2020, non, on n'a pas prévu d'aller à l'international. Pourquoi ? Parce que déjà le marché français est énorme. Le marché français est énorme et ce serait périlleux de dépenser de l'argent pour aller à l'international alors qu'il y a un énorme potentiel encore en France. Par contre, quand on fera une série A, donc on espère le plus tôt possible, mais je pense dans 12 à 18 mois, eh bien là, ça aura du sens. Ça aura du sens et ça aura d'autant plus de sens qu'on a des partenaires comme Saint-Gobain, par exemple, qui sont déjà à l'international. Donc, aujourd'hui, Saint-Gobain fait la publicité de Simplébeau en France, mais ils nous ont déjà dit, Saint-Gobain, bon, écoutez les gars, vous nous dites, parce que nous, on est dans une trentaine de pays, donc le jour où vous voulez aller dans les autres pays, nous, on peut faire votre pub aussi dans les autres pays. Donc, en fait, on a déjà un pied à l'international, entre guillemets. On a déjà une facilité de distribution à l'international en s'appuyant sur nos partenaires qui, eux, sont internationaux. Donc ça, c'est le premier point qui est cool sur le sujet de l'international. Et le deuxième point qui est cool, c'est que vu qu'on fait tout à distance, la vente se fait à distance, le service se fait à distance, et rien ne nous empêche, si on veut, j'en sais rien moi, vendre au Canada, de rester en France. Si on veut aller, j'en sais rien moi, en Espagne, on peut très bien commencer par recruter un commercial qui parle très bien espagnol et le mettre dans nos locaux à Paris et commencer à faire des ventes en Espagne. Pourquoi pas ?
autre plan, on peut ouvrir une filiale à Barcelone où il y a plein de natifs de tous les pays d'Europe pour pouvoir avoir un espèce de call center là-bas multiculturel pour démarcher l'Europe, quoi. Voilà, comme le font d'autres start-upers qui peuvent vendre à distance, qui ont la chance de vendre à distance comme nous. Donc pas cette année, pas 2020, mais 2021, je pense que le timing sera parfait. Super, Jean-Luc, te remercie. Et une question que tu vas adorer, je sais, de Romain qui demande pour l'apport d'affaires, combien versez-vous à vos partenaires? Alors, en fait, ce qu'il faut, la rétrocommission maximale, c'est 10%. On reverse 10% du chiffre d'affaires qu'on encaisse. Alors après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les apporteurs d'affaires, ils ont d'autres intérêts. Ils n'ont pas que la rétrocommission. Parfois, ils s'en foutent totalement de la rétrocommission, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout leur business model. Voilà. Si je vous prends l'exemple de Saint-Gobain, mais c'est pareil pour d'autres, eux, ce qu'ils font, hein, leur activité principale, c'est qu'ils vendent du matériel aux artisans du bâtiment. Donc, ils ont la plateforme du bâtiment, Point P, enfin plein de magasins, et ils vendent des chauffe-eau, enfin tout et n'importe quoi aux artisans. Et donc, eux, ce qu'ils se disent, c'est que ils ont envie d'aider les artisans à faire plus de chiffre d'affaires. Parce que si ces artisans ils font plus de chiffre d'affaires, eh ben, ils vont aller commander plus de produits chez Saint-Gobain. Donc, en fait, c'est un coup en deux bandes qu'ils sont en train de faire. Ils font la pub de Simple et Beau indirectement pour vendre plus de produits. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérêt de Saint-Gobain. Il y a d'autres partenaires. Leur objectif, c'est de fidéliser leurs clients. Donc là, je pense à la CAPEB, par exemple, qui est un syndicat professionnel d'artisans. Eux, pareil, ce qu'ils veulent, c'est qu'on propose un super tarif à leurs adhérents, tant qu'ils sont adhérents chez eux. Donc, plutôt que de prendre une rétrocommission, ils préfèrent qu'on fasse une réduction à leurs adhérents. Et un troisième intérêt qu'ils ont, c'est que sur les sites internet qu'on va créer, on peut mettre en avant l'apporteur d'affaires en question. Bon, ça, Saint-Gobain aussi en bénéficie, par exemple. Ils sont ravis que sur les sites internet des artisans, on crée une page qui s'appelle Nos fournisseurs et que là, on mette les logos des différentes marques de Saint-Gobain. Ça fait un peu de pub pour Saint-Gobain et l'artisan, lui, il est content parce que ça le professionnalise de montrer qu'il se fournit chez des belles marques, quoi. Donc, ils n'ont pas que la rétrocommission en intérêt, mais bon, pour répondre factuellement à la question, la rétrocommission maximale, c'est 10%. Et il y en a donc pas mal pour lesquels tu ne payes même pas de commission. Hein. C'est ça qui est assez Exactement. fou. Ça m'a complètement bluffé, moi, personnellement. Super, Romain, te remercie et en te disant que c'est très clair. Pas de questions autres pour le moment, je te laisse continuer. Ok. Alors, tac, tac, tac. Ok, donc là, pourquoi on lève des fonds? Parce qu'en fait, on a de la trésorerie, on est en croissance. Pourquoi on lève des fonds? Déjà parce que les banques, elles peuvent nous prêter que 150 000 euros parce qu'on n'a pas 3 bilans positifs, je ne sais pas quoi. Et parce que si on continue tout seul, très bien, on fera nos 50-60% de croissance par an, super. Mais nous, on veut aller plus vite que ça. On veut aller plus vite que ça parce qu'on a envie de sécuriser le marché. Si je reviens sur ce slide-là, en fait, quand on signe des partenariats d'apport d'affaires, ils sont verrouillés, les partenaires. On n'a jamais perdu un partenariat. Et donc, aujourd'hui, aller chercher des partenaires, je suis tout seul à le faire avec une salariée. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est recruter des commerciaux seniors pour aller m'aider à sécuriser tous les fournisseurs, toutes les banques, tous les assureurs, tous les syndicats pour verrouiller totalement le marché. En plus de verrouiller le marché des apporteurs d'affaires, on veut verrouiller le référencement naturel. On veut prendre place
sur Google en première position sur plein de requêtes. Là, j'ai une seule personne qui travaille sur le référencement, sur le SEO, le référencement Google. Si j'en mets 4, on pourra aller peut-être 2 fois, 3 fois plus vite sur le référencement. Donc, on pourra prendre une position de leader sur pas mal de requêtes. Et donc, le jour où il y a un gros Américain qui veut débarquer sur le marché européen avec l'ambition de faire comme nous, ou j'en sais rien, quand il va voir qu'on a sécurisé tout le marché des apporteurs d'affaires et toutes les positions en référencement naturel, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, tiens, autant que je rachète Simplébo, quoi. Parce que je peux plus rentrer, le marché n'est plus vierge, quoi. Le marché est sécurisé, entre guillemets. Donc, c'est pas peut-être que ça va arriver. En tout cas, ça nous permettrait d'avoir une position de force considérable. Donc, à court terme, notre ambition, c'est de montrer une forte accélération commerciale en vue de faire une série A, voilà, pour dérouler notre plan. Et on va faire quoi? On va intensifier les ventes, on va augmenter le panier moyen. Les clients, ils nous demandent quelques services complémentaires qu'on voudrait développer. Et concrètement, ça se matérialise par passer les ventes d'abonnements de 6 à 15K euros par mois. Et si on arrive à faire ça, en fait, on pourra faire une série A, donc lever plus de 10 millions d'euros dans de très bonnes conditions. Voilà. Et c'est ça qu'on a envie de faire à court terme. Super. Alors, pardon, je t'interromps 2 secondes. Il y a quelques questions. Il y a Romain et Dominique qui demandent qui sont vos concurrents à l'international, du coup, parce que tu parles de l'international. Et Dominique qui répond, du coup, quels sont également vos concurrents en France? Est-ce que ce local en fait partie? Je crois que oui. Voilà, tu as deux questions en une. Alors, ouais. À l'international, nous, il y a un acteur qu'on suit de très près. C'est Yext, Y-E-X-T. Donc, si je vais sur Google. Vous voyez mon écran toujours là? Oui. Ok. Donc, Yext, c'est une boîte qui vaut 1,7 milliard d'euros, qui est cotée en bourse. Par contre, on est sur les slides toujours. Je ne sais pas si tu as changé. Ah non, ouais, j'ai changé, mais c'est pas. En gros, si vous allez sur Google et que vous regardez l'entreprise Yext, j'étais sur le cours de bourse de Yext là. Mais en gros, c'est une entreprise qui permet aux petites entreprises comme nous d'être visibles sur Internet. Et pour ça, Yext fait 2 choses. Ils offrent ils font un site Internet et ils inscrivent la petite entreprise sur tous les annuaires possibles et imaginables. Et ils valent plus de 1,7 milliard aux États-Unis, parce qu'il y a énormément d'entreprises aux États-Unis, bien plus qu'en France. C'est une belle boîte. Et donc, pour l'instant, ils sont sur un développement plutôt dans les Amériques, mais il est probable qu'un jour, ils viennent conquérir l'Europe, quoi. Et c'est pour ça que nous, on est, je pense, en bonne position pour être soit un concurrent à Yext, mais vu leur taille, etc. Si jamais un jour ils se disent bon allez, on va bouffer l'Europe, il y a de grandes chances qu'ils veulent racheter l'entreprise leader du site internet et qui fait à peu près ce qu'ils font en France. Ils rachèteront l'entreprise qui a verrouillé les apporteurs d'affaires, parce que c'est aussi comme ça qu'ils fonctionnent aux États-Unis. Ce sera nous. Voilà. Donc ça, c'est pour l'international. Bon, il y en a d'autres, mais franchement, il y a Rich Local aussi aux États-Unis, qui est capitalisé à 500 millions d'euros. Mais bon, c'est Yext le monstre, quoi. En France, donc comme je le disais tout à l'heure, donc il y a les outils self-service, donc Wix, WordPress, One-in-One, Squarespace. Ça, c'est pas vraiment des concurrents parce que eux, ils vont aller cibler les débrouillards, les clients débrouillards qui sont prêts à créer leur site tout seuls. Donc, nous, on est convaincus que c'est la minorité du marché. Et ensuite, il y a les agences et les freelances, qui sont trop chers. Si on zoome sur les pages jaunes, c'est marrant parce que tous les 3 mois, je teste le service des pages jaunes pour vérifier ce qu'ils font, etc. C'est notre concurrent principal en France.
Les pages jaunes, ils ont une stratégie très différente de nous. Ils ont une force de vente terrain. Donc, ils ont 1000 commerciaux sur le terrain qui vont faire du porte-à-porte et essayer de vendre du site Internet. Du coup, ils ont un coût d'acquisition qui est extrêmement élevé. Ils ont un coût d'onboarding qui est hyper élevé parce qu'ils n'ont rien automatisé. Et du coup, leur prix, le prix du service page jaune, c'est 450 € de frais de création, plus 80 € par mois minimum, hein, c'est l'entrée de gamme, avec un engagement minimum de 12 mois. Voilà, donc c'est beaucoup plus cher. Ils n'ont rien automatisé. Et en plus, ils se cassent la gueule. Si vous regardez la valeur en bourse de Solocal, c'est une catastrophe parce qu'ils n'arrivent pas à migrer du papier vers le digital correctement. Et ils n'ont pas une approche satisfaction client. C'est vraiment… en gros, si je vous donne un chiffre qui peut être marquant, c'est qu'un client sur 4 qu'on signe chez Simple et Beau, c'est un ancien client page jaune. Donc, on les aide à résilier, etc. Et ils viennent chez nous pour avoir un service mieux, moins cher. Voilà. C'est incroyable. Un client sur 4. C'est monstrueux. Donc, nous, on est rodé sur le process de résiliation de Solocal. Voilà. Alors, il y a Romain qui te demande du coup, pour confirmer que du coup, selon ce que tu dis, il n'y a pas de start-up concurrente majeure en France en concurrence directe aujourd'hui. Alors, ouais, il y avait une start-up qui s'appelait Orson qui a essayé de faire ce qu'on faisait. Ils ont levé pas mal d'argent, sauf que, et on a failli les racheter. En fait, on a failli les racheter. Finalement, ils se sont fait racheter une bouchée de pain par Site W. Mais en fait, c'était une entreprise de commerciaux plus qu'une entreprise d'ingénieurs. C'est-à-dire que ce qui fait vraiment notre différence, et là, il n'y en a pas de comme ça sur le marché, c'est l'automatisation de la production. Voilà. On est en fait une agence web, nous, industrialisée. Et ça n'existe pas, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de startups qui créent des outils plus ou moins simples pour créer son site soi-même. Mais nous, on a la conviction que ce que veut le marché, c'est pas un logiciel, c'est un service clé en main où le client il est pris par la main et il a rien à faire et il y a quelqu'un qui fait tout pour lui. Voilà. Et après, il s'en fout que ce soit automatisé ou pas. Il veut juste percevoir une valeur importante et il veut être guidé, quoi. Parce que le gérant de TPE, il veut pas passer 3 heures devant son ordinateur à se galérer, quoi. Voilà. Cool. Et donc, vous êtes les numéro 1 aujourd'hui? On est les numéro 1 en ce qui concerne les agences web, les agences web automatisées. En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas plus de sites web que Solocal. Ça, c'est normal, c'est impossible. Ah non, Solocal, je ne sais plus combien. En fait, il y a 2 gros concurrents. Je retourne sur mon slide sur la concurrence, qui sont Solocal, donc les pages jaunes, et Linkeo. Mais ce ne sont pas des agences web automatisées, ça. Ça, ce sont des entreprises qui ont des commerciaux terrain, qui vont vendre des sites extrêmement chers. Forcément, il faut payer le commercial qui va sur le terrain. Et qui sont ensuite créés à la main par des webmasters et par le client qui doit fournir ses contenus. En gros, on va les bouffer, quoi. Franchement, je sais pas. Je sais que c'est pas un argument hyper factuel, mais quand je vois le nombre de clients qu'on leur pique chaque mois, et en fait, ils peuvent pas revenir en arrière parce que ils ont des milliers de commerciaux salariés sur le terrain. Et c'est une aberration, en fait, d'avoir des commerciaux sur le terrain pour vendre des choses si peu chères. C'est pas viable. Donc, ils sont obligés d'engager le client pendant 12, 24, Linkeo, ça va jusqu'à 48 mois, les engagements de durée, avec reconduction tacite.
Et donc, ils sont réputés pour être ils n'ont pas une excellente réputation. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que nous, on peut signer facilement des partenariats d'apport d'affaires. Parce que le marché est habitué à ce que ce soit cher, avec engagement, etc. Et donc, nous, quand on arrive avec notre offre pas chère, sans engagement, sans frais de création, et tout le monde est là, waouh, nous, on est chaud pour vous mettre en avant. On n'a pas peur d'engager notre marque à vos côtés parce que vous êtes sans engagement et que les clients sont contents. Donc, si vous allez sur Google, par exemple, hein, et vous tapez Linkeo arnaque, vous allez voir qu'il y a pas mal de résultats. Ou page jaune arnaque, vous allez voir que c'est compliqué. Voilà. Et même regardez le cours de bourse de page jaune, de ce local, ça se casse la gueule violemment quand même. En tout cas, Voilà. leur note sur Trustpilot est bien inférieure, ce Likeo à la vôtre, puisque eux, c'est 3,7. Et vous, c'est 4. Et encore, si tu regardes les avis positifs Ouais, et tape le nom des gens, sur Google, tu vois que c'est les salariés de page jaune qui laissent des avis. Ouais. C'est un truc de dingue. Ça devrait être interdit, ouais. Faut contacter, tu devrais contacter Trustpilot pour leur dire. Ouais. Non, je préfère leur piquer leurs clients. Alors, Stéphane demande, est-ce que vous allez investir dans la pub Google AdWords? Je crois que oui. Alors, en fait, on va investir, c'est pas l'investissement prioritaire. En fait, il y a une chose qu'on veut faire avant ça, c'est le retargeting. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens, ils vont sur notre site internet parce qu'ils sont intéressés. Pour une raison X ou Y, ils partent du site, ils vont faire autre chose, j'en sais rien. Et nous, on a envie que ces gens-là, qui sont dans notre cœur de cible, parce qu'ils sont allés sur notre page, sur notre site, et on fasse du retargeting, c'est-à-dire qu'ils voient de la pub pour nous sur Facebook, sur tout ça, parce qu'on a fait des tests à petite échelle, et c'était plus rentable de faire du retargeting plutôt que de faire de la pub AdWords. Donc, déjà, on va commencer par faire du retargeting. Et peut-être dans un second temps, on fera de l'AdWords. Super. Alors, il y a plusieurs trucs. Il y a Jean-Luc qui rebondit. On va d'abord terminer sur le retargeting. Il demande si vous le ferez via Criteo ou vous-même. Alors, en fait, je ne suis pas expert en retargeting. Donc, l'objectif de la levée, c'est de recruter ce qu'on appelle un growth manager, dont c'est le métier. Et moi, je veux quelqu'un qui a déjà fait ça dans une belle startup avec des gros budgets. Et donc, je ne suis pas suffisamment compétent sur le sujet pour te répondre. Aucun problème. Le choix du prestataire sera aussi délégué. Moi, ce que je vais lui dire, c'est que je veux un coût d'acquisition qui est de temps et tu te débrouilles, mon gars, pour l'obtenir, quoi. Voilà. Trop cool. Alors, il y a Romain qui bosse dans le web qui a dit « Je suis totalement raccord à la vision et je connais le marché. » Donc, super. Tu as le stamp d'approbation de Romain et je peux te dire qu'il n'est pas facile à obtenir, donc c'est cool. Merci, et il y a… Pardon? Merci Romain, je disais. Ouais, c'est cool. Dominique pose la question pour trouver d'autres apporteurs d'affaires. Est-ce que vous avez pris des contacts avec les réseaux type CPME ou Entreprendre? Je sais pas si Entreprendre, c'est… Alors, en fait, j'ai plein de pistes pour avoir des partenaires supplémentaires, mais aujourd'hui, j'ai pas les ressources pour les exploiter, ces pistes. C'est moi qui m'en occupe en plus de 15 autres trucs. Et donc, en fait, je veux recruter des gens qui vont pouvoir aller creuser toutes ces pistes. Mais en fait, on peut faire de l'acquisition de partenaires par ricochet. C'est-à-dire que quand on a un syndicat professionnel en partenaire, ce syndicat professionnel, en fait, il connaît plein d'entreprises du secteur. Ils se connaissent tous, en fait. Vu qu'on attaque le marché vertical par vertical, c'est des petits mondes, tout ça. Et donc, comme on s'entend bien avec nos partenaires, on va s'appuyer sur nos partenaires pour en avoir d'autres.
Donc, je me fais pas de soucis pour l'acquisition de nouveaux partenaires, surtout qu'il y a un effet boule de neige. Donc, depuis qu'on a signé le Crédit du Nord, moi, je communique un peu sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on fait avec eux. Et ben, j'ai été contacté par le CIC et par le Crédit Agricole parce qu'ils veulent savoir ce qu'on fait avec le Crédit du Nord précisément, quoi. Parce que eux aussi, ils veulent diversifier leurs revenus, vendre plus de trucs à leurs clients, bosser avec des startups, tout ça. Donc, je crois pas mal à l'effet boule de neige, mais il faut juste activer tout ça, quoi. Faut avoir du monde pour le faire bien. En interne, ouais. Et ça, je crois que tu m'as dit que c'était un des recrutements post-levée, hein. Voilà, exactement. Dans les slides d'après, j'ai les postes de dépenses de la levée, mais oui, Super. en fait, les postes de dépenses de la levée, concrètement, hein, c'est, comme vous voyez sur le slide, c'est du monde pour accélérer les apporteurs d'affaires, donc le orange, et du monde pour accélérer le vert, qui est le référencement Google. Et du retargeting. Donc, on aura une nouvelle petite couleur là, qui sera le retargeting. Voilà. Top. Et bah, ça tombe très bien parce qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment et donc tu peux continuer s'il te reste des slides. Ok. Il te reste un petit peu, je crois. Ouais, quelques-unes. Donc, on lève 1,5 million. En vrai, on pourrait lever beaucoup plus, mais on n'a pas besoin de beaucoup plus à ce stade. Nous, ce qu'on veut, c'est juste montrer une capacité d'accélération commerciale pour faire une série A ensuite. On va lever en dilutif et en non dilutif. Donc, je pense qu'on va avoir 1 million en dilutif et après 500 000 de la BPI en non dilutif. On a déjà sécurisé 600 000 euros. Ces 600 000 euros, ils proviennent de deux sources. La première, c'est nous-mêmes, les cofondateurs. On fait tapis de nos économies sur cette levée. Donc, à nous trois, on met 300 000 euros sur la table. Et les 300 000 autres euros, ce sont les investisseurs historiques. Enfin, c'est plus du love money qu'autre chose, en vrai, qui ont investi au tout début. On a fait une toute petite levée au début. Ils sont chauds pour renouveler leur confiance, quoi. Voilà. Donc, on cherche à peu près 400 000 euros, ou peut-être un peu plus si on est en sursouscription. Je pense on aura plus qu'1 million en intention. Donc, on va voir après comment on fait. Mais voilà un petit peu les chiffres. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, voici les acteurs qui vont entendre parler de nous. Bon, il y a les acteurs historiques menacés, donc le Solocal et Linkeo. Il y a les entreprises qui souhaitent digitaliser leur offre B2B, donc les banques, les opérateurs télécoms, les assurances, les industriels. Et parmi nos racheteurs potentiels, il y a des acteurs du web en quête de services complémentaires. Donc Publicis, Webedia, OVH, Sendinblue, Yext, américain, dont je parlais tout à l'heure, CCN Benchmark, WPP, enfin bon, voilà. C'est pas mal d'acteurs qui aimeraient bien rajouter une corde à leur arc, qui est la création de sites internet de façon industrielle. Voilà. Les dépenses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? Le plus gros des dépenses, c'est de l'investissement marketing et commercial. Donc, optimiser l'acquisition online. Voilà. Donc, il faut recruter un directeur marketing, parce que c'est moi pour l'instant. Une personne au SEO et une personne au growth pour le retargeting. Il faut leur attribuer un budget aussi à ces gens-là. En SIA aussi. Ensuite, on veut développer les partenariats d'apport d'affaires, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a deux choses à faire. Il faut les acquérir, les partenaires, et ensuite, il faut les animer. Voilà. Et du coup, tout ce beau monde va générer plein de prospects. Il faut les transformer en clients, les prospects. Donc, il nous faut un directeur commercial, mais bon, je suis pas encore 100% convaincu. Donc, ce sera plus un manager commercial qu'autre chose. Plus des commerciaux. Voilà. Et le deuxième poste d'investissement, qui n'est ni commercial ni marketing, c'est de l'investissement sur le produit et la technologie, parce qu'on veut aller encore plus loin sur l'automatisation. Et donc, on veut passer l'automatisation de 80 à 90%.
C'est un objectif important pour pour améliorer encore plus les marges. On veut intégrer la vente d'options dans le parcours client parce qu'ils nous demandent plein de trucs, les clients. Donc, on a shortlisté des choses qu'on pourrait développer. Et on veut repenser le parrainage pour en faire un canal majeur d'acquisition. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir des clients hyper satisfaits. C'est dommage de ne pas en profiter pour maximiser le parrainage. Et c'est un canal d'acquisition qui croît avec la taille de la base client. Donc c'est quand même génial. Donc ça vaut le coup de bosser dessus. Voilà. Donc ça, ce sont nos conseillers, des gens qui sont soit dans le love money du début, soit des gens qui nous aident gracieusement depuis le début. Ce sont un peu nos mentors. Il y en a, ils nous aident sans contrepartie, juste pour le plaisir de faire partie de l'aventure. Donc on a David Bitton, qui est un entrepreneur qui a monté plusieurs boîtes pour les TPE-PME. On a Jonathan, qui est le directeur des investissements de la BPI. Donc lui, il a investi au tout début de Simple et Beau, il a mis 5 000 euros. A priori, il va remettre sur ce tour. On a Nicolas, qui est un ancien de Centrale Supélec comme nous, qui est VP Engineering chez Criteo et qui nous aide sur la partie technique parce que on a beau être des gros geeks à la base, lui c'est un génie et du coup c'est un vrai challenge technique de pouvoir gérer des dizaines de milliers de sites en même temps sans qu'il y ait le moindre bug. Donc il nous aide là-dessus. Et il y a 2 petits groupes de business angels qui nous accompagnent aussi. Voilà. Mais bon, les fondateurs, on détient 85% du capital et on compte bien rester majoritaire parce que c'est pas la dernière levée de fonds. Voilà. Alors, voilà. Je te pose un Oui. certain nombre de questions qui viennent d'arriver. Vas-y. Alors, je remonte s'il y en a eu plusieurs. Sur la répartition du capital, tu en parlais à l'instant. Est-ce que tu peux répondre à la question de Romain qui est qui vous avez au capital à part les business angels et les 3 fondateurs, et est-ce que les 3 associés sont à un pourcentage identique? Alors, qui on a au capital à part les fondateurs? Alors, on a quelques entrepreneurs, ceux qui sont là sur le slide, qui sont des mentors. Donc, c'est que des entrepreneurs. Il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a pas de financier. On a quelques parents. Donc moi, par exemple, ma mère, elle a mis 50 000 euros sur la première levée de fonds. Donc voilà. Enfin, il y a rien de très intéressant. C'est des entrepreneurs ou du love money. Voilà. Et la deuxième question, j'ai oublié. Non, c'était ça. Ah oui, est-ce que les 3 fondateurs sont même Alors, répartis? En fait, au début de Simple et Beau, on était 3 et donc on a fait une répartition où moi j'avais 40% et les 2 autres ils avaient 30% chacun. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à faire passer ça, donc je suis content. Et donc depuis, on a chacun baissé un peu nos pourcentages du fait de la petite levée de fonds de 2016, je crois, voilà, 2015, je sais plus. Mais bon, on est toujours à peu près à ça, quoi. On a tous, je sais pas, 5% de moins, quoi. Voilà. Mais oui, globalement, on est équitable, quoi. Super. On est juste un tout petit peu plus. Ouais. Alors, il y avait un feedback de Romain qui n'est pas une question qui dit: le directeur commercial, je connais, c'est pas évident. Mieux vaut prendre un senior et pas lui donner le titre tant qu'il n'a pas fait ses preuves. Je pense que vous avez des choses à vous dire avec Romain là-dessus. Ouais, Romain, je suis preneur. En fait, j'ai pas mal de potes qui se sont plantés sur ce recrutement. Et donc, j'ai pas envie de me planter. Et donc, du coup, je pense que c'est une décision que je prendrai avec mes investisseurs. Je les solliciterai, ceux qui se sentent avoir une valeur ajoutée sur le sujet.
pour faire un ou deux Skype sur le sujet en temps voulu pour vraiment faire les choses bien sur ce sujet. Ouais. Et Romain dit, moi aussi, je me suis planté, ça m'a coûté très cher. Donc, vous aurez beaucoup de retours d'expérience. Alors, pareil, ça remonte un petit peu, enfin, quand tu présentais les slides, quelques slides avant, Jean-Luc demande quelques exemples d'options demandées par les clients. Oui, alors, bon, les clients, ils demandent en vrai plein de trucs. Ils demandent plein de trucs, mais on a décidé de savoir dire non, en fait, pour se focaliser sur des… déjà, on veut être les meilleurs sur le site Internet. Donc, ça implique de ne pas s'éparpiller sur 50 produits différents. Et on a un autre critère, du coup, pour développer nos services additionnels, c'est que ça doit être bénéfique pour tous les clients. Donc, on a des clients qui nous demandent des choses spécialisées pour leur secteur d'activité, les artisans qui nous demandent un générateur de devis d'artisans, je sais pas quoi, les médecins qui nous demandent un formulaire de prise de rendez-vous, machin. Au début, on avait du mal à dire non parce que c'est quand même de l'argent qui pourrait rentrer et on a décidé de savoir dire non et de se focaliser uniquement sur des services qui peuvent servir à tous les clients en même temps, qui sont automatisables. Donc ça, déjà, ça en filtre pas mal. Et qui sont ce qu'on appelle sticky, c'est-à-dire qui verrouillent le client encore plus. Donc, partant de ces critères, il y a 2 services qu'on a identifiés et qu'on a hâte de développer. Le premier, c'est le référencement boosté. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un beau site internet, qu'ils sont contents, eh bien, il y en a, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir un référencement Google plus efficace. Et donc ça, on imagine de faire 2 types d'options. La première, ce serait le Google AdWords fait de façon automatisée, encore. Donc l'option Google AdWords, pour leur permettre d'être premiers sur Google, enfin dans les premiers sur certains mots-clés. Et la deuxième option, c'est référencement naturel boosté, où là, on peut aller, comme Yext, les inscrire dans des annuaires automatiquement, faire un certain nombre de choses automatiquement pour doper leur référencement naturel cette fois. Ça, c'est la première option. Premier type d'option, c'est sur le référencement. Deuxième type d'option, c'est sur la gestion des emails. En fait, nos clients ne sont pas débrouillards. C'est pour ça qu'ils sont chez nous. Et en fait, souvent, ils veulent pouvoir avoir des adresses mail associées à leur nom de domaine. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet, s'ils ont un site internet qui s'appelle www.loyalavocat.fr, ils veulent pouvoir avoir des adresses mail michel.dupont@loyalavocat.fr. Ça, aujourd'hui, on l'offre. Mais en fait, demain, les clients sont prêts à payer pour avoir ça si on y ajoute des petites fonctionnalités sympas. Comme par exemple la possibilité de faire des très beaux mails, d'avoir une belle signature automatique, d'avoir un anti-spam, de pouvoir programmer des mails, de pouvoir relier. Il y a pas mal de petites innovations auxquelles on a pensé et que les clients adoreraient. Et une fois qu'on gère leur adresse mail, ils sont pas prêts de partir non plus. Hein. Donc, on prévoit encore une diminution du churn grâce à ces options. Super. Et il y avait une autre question. Ah oui, Stéphane. Est-ce qu'il y a possibilité, tu as répondu pour les médecins que ce n'était pas quelque chose que vous développiez, mais je crois que c'est quelque chose qui est quand même possible, tu vas nous expliquer. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre un module de paiement, de prise de rendez-vous, etc. sur Simplebo? Alors oui, on ne développe pas les choses en interne, mais Simplebo est compatible avec toutes les solutions possibles et imaginables du marché. Donc, quelqu'un qui est chez Doctolib, quelqu'un qui est chez Payplug pour le paiement, ou chez Payfacile, ou chez je ne sais pas quoi, on a un… Chez Paygreen, bien sûr, un investissement de Léonis. Ah bah oui, chez Paygreen. En gros, on est compatible avec tout. Donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est chers clients, nous, on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas vous redévelopper un truc qui existe déjà. Par contre, on est compatible avec tout.
Donc, euh, c'est ça notre politique. Super. Stéphane dit génial, merci. Et ça y est, on a fait le tour de toutes les questions pour l'instant, je crois. Ah, un nouveau message. Par exemple, un dev indépendant peut-il ajouter une page au site? Demande Romain. Oui, alors alors super question. En fait, dans notre logiciel d'édition, de modification du site, on a créé plusieurs niveaux. Donc, contrairement à WordPress, à Wix, à One and One, etc., où vous avez le même logiciel pour tout le monde. Donc là, les débutants, ils sont paumés, etc. Nous, on a fait un logiciel qui s'adapte à l'utilisateur. Donc, on a plusieurs niveaux, débutant, intermédiaire, avancé, expert. Et en fonction du niveau où on est, on a accès à certaines fonctionnalités ou pas. Et quand on est en niveau expert, là, on peut carrément intégrer du code dans le site. Et donc là, un développeur peut s'amuser et mettre ce qu'il veut carrément dans le HTML du site, quoi. Voilà. Donc, et pour autant, du coup, le débutant qui comprend rien, lui, il a juste des gros boutons bien clairs. Pour la petite anecdote, on a même un mode super débutant où là, il peut pas faire de conneries. Il ne peut pas supprimer les choses, ça va dans une poubelle. Et ce mode super débutant, juste pour le fun, on est allé le tester en maison de retraite pour être sûr que ce soit suffisamment simple. C'est génial. Voilà. Donc on est allé dans une EHPAD, c'est pas une maison de retraite, c'est une EHPAD, où on a mis les petits yeux, ils étaient trop contents qu'on s'intéresse à eux, quoi. Et donc on les a tous alignés, on a amené nos ordi portables et on a fait une interro. Alors allez-y, rajoutez un texte, faites ceci, faites cela, et on a itéré pour qu'ils y arrivent. Gertrude et Jean-Michel. J'espère qu'il n'y a pas de Jean-Michel dans le. Il y a deux Jean-Luc, méfie-toi. Hein. Ah, c'est bon, j'ai dit Jean-Michel. Et donc, c'est comme ça qu'on crée notre mode super débutant. Mais bon, la question n'est pas du tout par rapport au mode super débutant. Oui, on peut intégrer du code dans le. Super. Super. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais n'hésitez pas à continuer à en écrire. Il te reste encore quelques slides, je crois, ou pas, peut-être? Oui, j'ai des slides. En fait, j'aurais bien aimé vous montrer des exemples de sites. Ouais, avec plaisir. Mais là, je suis bloqué sur mes slides. Je Comment je fais d'arrêter le partage d'écran puis de le relancer et tu dois pouvoir choisir soit partager l'écran total, soit partager que les slides. Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé le truc. Top. Alors, est-ce que vous pouvez me dire là, normalement, vous voyez mon écran là? Ouais, voilà, on voit ta fenêtre web, effectivement, avec le cours de Yext. D'accord. Donc là, voilà, j'y suis. Notre beau concurrent américain qui vaut 1,7 milliard. Sympa. Autant dire qu'on a de la marge. Alors, on a des showrooms. Bon, on a pas mal parlé d'artisans pendant la presse. Du coup, je vais aller sur le showroom artisan. Je sais pas si ça lag, c'est dommage parce qu'il y a des belles. Donc là, c'est un showroom de nos sites internet pour les artisans. Donc vous voyez là l'artisan qui veut se rassurer quant à la qualité de notre service, il vient là-dessus. Là, il y a tous les métiers possibles de l'artisan. On a pareil dans le domaine de la santé. Voilà, donc là, il y a tous les métiers possibles et on a ça dans toutes les verticales. Et donc, si je vous ouvre quelques sites internet, donc voilà à quoi peut ressembler un site simple et beau généré automatiquement. Donc voilà, vous avez des designs qui sont très différents les uns les autres. À chaque fois, il y a une dizaine de pages avec les différentes expertises, etc.
les différents médecins dans ce cas-là, ophtalmo. Bon, on essaye de faire des trucs un peu design. Voilà. Et si je vais voir, par exemple, les artisans, je sais pas à quel point c'est réactif le partage d'écran. Donc, Chez moi, ça marche très bien. Après, ça dépend peut-être des connexions de chacun, mais chez moi, je vois tout. d'accord. Ok. Donc, j'ouvre quelques sites. En fait, il y a vraiment de tout. Les plombiers, je les aime bien, moi. Tout est Donc voilà, responsive. par exemple. Tout est responsive, demande Tout est Romain. resté. Ah bah bien sûr, bien sûr. Ça c'est Super. la base. Donc voilà, les clients, ils ont des fonctionnalités qu'ils adorent, hein. Le livre d'or sur le site internet, ils adorent. Euh, donc là, c'est encore un site de paysagistes. Voilà, et les paysagistes, typiquement, ils peuvent mettre des albums photos avant-après. Il y a toujours sur les sites des formulaires de contact pour générer des prospects. Là, c'est un menuisier, euh, donc là, c'est aller typiquement dans les couleurs marron parce que bah, le système, il sait que pour un menuisier, il faut le bois. Voilà, et des petites formules de rappel, par exemple, ce qu'on appelle du web callback pour se faire rappeler. Il y a les liaisons aux réseaux sociaux. Voilà, un plombier. Ceux qui veulent mettre un blog sur leur site internet, bah, ils peuvent. C'est une fonctionnalité qu'on a prévue. Voilà, un autre plombier. Bon, voilà, hein, vous voyez, les sites sont. Donc, tout ça, c'est généré automatiquement en fonction des infos que le client nous a données initialement dans le questionnaire. Ou alors, il y a eu la petite phase d'ajustement, peut-être, qui a permis de faire certains trucs. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que je peux. Donc, ça, c'est le site de ma femme, par exemple, qui est une cliente. Donc, je lui ai vendu un site internet et puis après, j'ai fait le closing, entre guillemets, et c'est devenu ma femme. Voilà, une cliente fidèle qui a donc un site internet d'ostéopathe, vu qu'elle est ostéopathe. Et donc, elle, typiquement, bah, elle a fait pas mal de pages sur son site et elle a créé un blog avec notre fonctionnalité blog où elle met régulièrement des articles pour améliorer son référencement Google. Voilà. Mais bon, elle, c'est un peu une machine, vu que je la coach. Voilà. Voilà. Super, bah merci Bah, pour écoute, ces exemples. je Euh, vous en prie. pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Vas-y, tu veux nous parler de ça peut-être? Ouais, bah ça pour moi c'est le marché concurrentiel. Pour moi, il y a deux grands axes différenciants sur le marché. Il y a est-ce que le prix est abordable ou pas, et il y a est-ce que le service il est clé en main ou pas, ou est-ce que le client doit se galérer à créer ses contenus, etc. Et jusqu'à Simple et Beau, en fait, avant, le client devait choisir entre le prix abordable, mais il se galère à tout faire tout seul, ou le prix élevé, le service clé en main, mais qui coûte un bras et une jambe. Et aujourd'hui, grâce à Simple et Beau, il peut avoir les deux en même temps. Et ça, c'est grâce à l'automatisation. Donc, on reboucle un peu sur notre conviction profonde du début, en fait. Voilà, c'est un peu le mot de la fin. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. Si vous merci vraiment, hein, c'est chouette. Merci d'avoir pris du Bah, je temps t'en pour nous prie. présenter tout ça, pour répondre aux questions. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment, puisque s'il n'y a plus de questions, bah, dans quelques minutes, on va libérer Alexandre. Il y a Romain qui dit, moi j'ai arrêté de faire des sites internet, c'est pas rentable. Vous, vous avez trouvé le juste milieu. C'est un peu l'idée, effectivement. Ouais. Jeff dit merci beaucoup, c'était génial, j'adore. Dominique, parfait, c'est super, cela donne vraiment envie d'investir dans ce projet. Ah, bah, tu vois, c'est top. Ah, vous gênez pas. Vous gênez pas, ouais, c'est clair, vous gênez pas. Exactement, on va l'ouvrir. Moi, je vais ouvrir l'investissement pour les membres de Léonis dans les jours ou semaines qui viennent. Il faut qu'on recale ça, bien sûr, toi et moi, Alexandre, plus en détail. Mais voilà, vous allez
pouvoir investir. Alors, il y a Romain, tiens, c'est marrant qu'on pose cette question. Il y a Romain qui pose la question de savoir est-ce que ce sera OK via le PEA ou pas. Et pour nous, ce sera OK, mais tu le sais, Alexandre, je pense, enfin, je ne sais pas si tu as déjà eu l'expérience, mais c'est assez lent, les entreprises avec le PEA. Les banques, pardon, sont assez lentes pour faire les virements via le PEA. Donc, il faudra, toi et moi, qu'on soit bien capable de scaler niveau timing. Et si ton timing est pas trop court, pas trop short, eh ben, moi, je l'autoriserai via le PEA. Dans le cas contraire, je ne le ferai pas puisque on se prend facile une semaine, voire 2, voire 3 dans la vue, le temps que les banques réagissent. Bon, ça, c'est notre cuisine interne, on en reparlera, mais comme Romain pose la question, voilà. Donc, Romain, si le timing le permet, bien sûr. Si le timing ne le permet pas, on ne le fera pas. C'est pas voilà. Il y a Jean-Luc qui dit on signe où? C'est plutôt cool. Et il y a Romain qui dit une semaine. Possible, Romain, le PEA. Si on fait les choses vite là, parce que moi j'ai d'autres. En fait, j'ai certains salariés qui veulent, et parents de salariés carrément, qui veulent mettre un ticket via le PEA. Moi, je vais investir via mon PEA, clairement. Donc, j'imagine que ce sera possible aussi pour vous, du coup. Ça, on verra, mais je vois pas pourquoi ce ne serait pas. On va faire vite. Ouais, encore une fois, pour nous, techniquement, c'est tout à fait possible. C'est effectivement une question de timing. Romain me dit que sa banque est très réactive, une semaine max, mais Romain, comme tu le sais, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les banques des 95 membres de Léonis soient toutes réactives, parce que s'il nous manque un virement, on bloque tout le monde. Bon, enfin, ouais. Ça, c'est pas le problème d'Alexandre, c'est le mien. Mais on en reparlera. Merci à vous tous. Moi, j'avais, comme tu t'en doutes, hein, Alexandre, pas de questions particulières. Il y a, pour ceux qui veulent et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a aussi une vidéo de rencontre qu'on a faite avec Alexandre, qui dure à peu près pareil, 1 heure et demie, où il y a certaines questions que je pose qui sont les mêmes, mais il y a aussi d'autres points. Donc, de toute façon, je renverrai les 2 vidéos et le webinaire et la rencontre à tout le monde au moment de l'investissement. Mais en attendant, en complément de ce webinaire, si vous voulez aller regarder la vidéo, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Il y a Wanis qui dit Nicolas H a été mon coach en Jiu-Jitsu à Paris Super Gamme. Mais alors, Nicolas H, c'est quelqu'un que tu connais, Alexandre? C'est notre mentor technique. C'est ton, d'accord. Nicolas, c'est super gars. Ouais. Trop drôle. Bah voilà. Ah oui, Nicolas, d'accord. Ok, Nicolas Elleringer. Et il fait du Jiu-Jitsu, il a coaché Wanis. Alors c'est trop drôle parce que Wanis, je crois qu'il habite à Séoul, si je ne m'abuse. Un truc comme ça. Bon, bref, c'était son coach à Paris. Trop drôle. Jean-Luc dit merci, super webinaire, super projet. Romain dit j'aurais bien mis plus que d'habitude, mais on arrive en fin d'année, j'ai plus beaucoup de sous. Lol, bravo à vous. Bon, on va voir. Voilà. Et il travaille chez Criteo. Ah oui, donc c'est ce que disait Jean-Luc, c'est que pour votre retargeting, vous pouvez aussi lui demander des conseils. Bon, bref. Ah oui. Là, on aura des bons conseils, hein, c'est sûr. Hein. Nicolas va nous coacher. Ouais, c'est clair. Bon, super. Merci à tous de votre présence et merci évidemment beaucoup plus particulier à toi, Alexandre, de ton temps. S'il reste d'autres questions des membres, je te les transmettrai, mais je pense qu'on a répondu à beaucoup de choses. C'est top. Je suis évidemment ravi de faire cet investissement avec Léonis dans Simple et Beau, qui est un projet qui me plaît beaucoup, comme tu le sais, et qui visiblement plaît aux 15 personnes qui étaient là ce soir. 15 quand même, on était au total, donc c'est pas trop mal. Et puis bien sûr, plus qui verront tout ça en replay. Merci. Je te souhaite une très bonne soirée. Je te dis merci, bonne soirée à tous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je vous ai envoyé un mail à tous suite à l'invitation de Gabriel. Donc, j'ai pas trop de vie sociale en ce moment. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. D'accord. Alors, je précise que d'habitude, je demande aux membres en direct pour éviter justement qu'ils soient solo. Non, mais puisque tu as donné l'autorisation et qu'ils, s'ils veulent le faire, voilà. Voilà, mais je précise que c'est pas la démarche habituelle, bien sûr, pour simplement respecter le temps des fondateurs, parce que sinon ils se retrouvent harcelés et ils veulent plus travailler avec Léonis, ce qui est embêtant. Mais là, vous avez le droit, Alexandre vous a donné l'autorisation. Donc attention, Alex, tu sais pas ce qui va t'arriver. Non, voilà. Super. Bon, merci à tous encore une fois. Et puis, très bonne soirée. Il y a plein de merci, super, merci, belle présentation, bonne soirée, merci, bonne fin de soirée, merci, bonne soirée à tous, vivement la suite. Merci. Beaucoup de remerciements. Merci. Ciao tout le monde. Très bonne soirée. Merci, bonsoir. Salut, bye.